Bon, bonjour à tous. Donc, on reprend notre cours d'audit. Donc, on était au niveau de la partie pentest la dernière fois. Donc, on avait vu un peu comment faire la checklist pour identifier les besoins du test. Ensuite, on a un peu parlé de la phase de pré-attaque, comment définir la portée de votre test, où on a parlé un peu de cette histoire de règles d'engagement. Avant par la suite de parler de la signature du contrat. Alors, il faut savoir que pour la signature du contrat, on avait énuméré 7 points qui doivent figurer dans le contrat, donc à savoir les clauses de non-divulgation, l'objectif du pentest, les frais et les plannings du projet, les informations sensibles, les informations confidentielles, les clauses d'indemnisation et la partie qui parle de rapport et de responsabilité. Voilà, je passe rapidement parce qu'on les a vus la dernière fois. Dans la phase de pré-attaque, on a parlé un peu de la signature d'un accord de confidentialité et de non-divulgation, ce qu'on appelle un NDA, donc Non-Divulgation Act, dans laquelle on avait dit qu'il ne s'agit pas uniquement de protéger les intérêts de l'entreprise, mais plutôt de protéger les intérêts des deux parties. Alors, une fois que vous avez signé votre contrat et vous avez vos règles d'engagement, vous avez signé votre contrat et que vous avez votre NDA, vous pouvez concrètement commencer votre phase de test. Donc, dans votre phase de test, on va procéder à ce qu'on appelle la récolte d'informations. Donc, c'est dans cette phase que vous allez commencer à faire ce qui est la phase de reconnaissance. Vous allez essayer de trouver le maximum d'informations concernant votre cible. Et là, vous allez passer par ce qu'on appelle la reconnaissance passive, donc sans interagir avec la victime. Ensuite, la reconnaissance active, en faisant des interactions avec la victime. Donc, ça peut être de la collecte d'informations via du social engineering, via des visites sur site, des interviews, des questionnaires. À vrai dire, la méthode de reconnaissance active dépend surtout de comment vous êtes comment vous avez fait, quel type d'entente vous avez eu avec votre client, tout simplement. Dites-moi, vous aviez un cours avant, vous n'avez rien? Mademoiselle Hamadash, qu'est-ce que vous aviez avant? Hamadash, est-ce que vous m'entendez? Alors, d'accord. Donc, ceci n'excuse pas, dans ce cas, le retard de la majorité. OK. Donc, dans la phase de pré-attaque aussi, comme on disait tout à l'heure, il y a plusieurs techniques pour faire de la récolte d'informations. On citera l'intelligence compétitive, la recherche sur les bases de données WHOIS, la récolte d'informations concernant les OS, les connexions analogiques. Donc là, vous avez toutes les techniques que vous connaissez, pardon, et que vous avez vues au préalable. Maintenant, concernant la phase d'attaque, donc c'est la deuxième phase. Donc là, c'est là que nous passons aux choses sérieuses. Donc c'est là qu'il va falloir d'abord pénétrer dans le périmètre, essayer d'acquérir la cible, augmenter les privilèges et surtout exécuter, implanter et rétracter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, vous allez accéder au périmètre grâce
votre reconnaissance et aux vulnérabilités que vous avez trouvées, vous allez essayer de prendre le contrôle de la cible, ensuite augmenter vos privilèges, exécuter votre charge utile, vous implanter. Rétracter, ça veut dire quoi? Supprimer vos traces, enlever tout ce que vous avez laissé comme preuve, etc. Et surtout, nettoyer l'environnement pour le compte de votre client. Vous n'allez pas faire un audit et lui laisser plein de portes dérobées ou bien lui laisser plein de malware ou bien de choses que vous avez uploadées dans le système. Alors, pour tester le périmètre, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez d'abord faire une liste de contrôle d'accès en essayant de forger des réponses. Donc, vous allez, si vous voulez, crafting packets, évaluer les règles de filtrage protocolaire, donc faire des évaluations au niveau des équipements de sécurité périmétrique. Vous allez examiner les réponses de ces systèmes de sécurité par rapport à divers types de scans, par exemple des requêtes post, des delete, copie, essayer de voir s'il y a certains types de vulnérabilités ou d'autres, évaluer les erreurs de reporting, voir par rapport au déni de service, est-ce qu'il peut le supporter ou non, quel est le seuil possible. Oui, monsieur Teptop. Oui, j'ai entendu que vous avez un TP en présentiel. Qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse maintenant? Il fallait me dire ça au moment où on a décidé du planning. Mais si quand je vous ai donné le planning en début de semaine, vous m'avez dit oui, maintenant vous venez de dire que vous avez un TP en présentiel. Alors, ensuite, une fois que vous avez eu cet accès, il va falloir énumérer vos équipements, donc faire un inventaire des périphériques. Ensuite, une fois le réseau modélisé et que les actifs de l'entreprise sont déjà identifiés, vous allez préparer l'inventaire de ces périphériques, faire un contrôle physique supplémentaire. Alors, le contrôle physique supplémentaire, ça, on le fait dans le cas où vous avez un test à boîte blanche. Donc, en d'autres termes, dans le cas où vous faites un audit avec accès physique, etc. Donc, vous allez confronter ce que vous avez découvert lors de votre audit par rapport à ce qui existe réellement pour voir est-ce que vous avez arrivé à faire une réelle énumération des équipements ou non. Par contre, si vous êtes en black box, là, vous n'avez pas la possibilité de faire ce contrôle physique supplémentaire. Hamada, je vais finir par vraiment être en colère contre vous. Je viens de répondre à cette question par rapport au TP de présentiel de 12h30, et là, vous venez me faire la même remarque que M. Teptob, ou bien plutôt que M. Tounsi. Ça veut dire soit vous n'écoutiez pas, soit vous n'étiez pas là. Alors, je vous ai dit tout simplement que cette histoire de TP, vous n'allez pas me la dire maintenant. Je vous ai parlé de donner le planning en début de semaine, vous n'aviez aucune objection. Donc, je fais mon cours le plus normalement du monde. Vous auriez dû me dire en début de semaine, quand je vous ai envoyé le planning, monsieur, tel jour, on a tel TP, est-ce qu'il y a possibilité de changer? Vous ne l'avez pas proposé, vous assumez. Alors, là, on passe maintenant à l'acquisition de la cible. Donc, l'acquisition de la cible, ça veut dire quoi? Ça veut dire les actions que vous allez entreprendre pour soumettre la machine à un ensemble de challenges intrusifs, donc à un ensemble de défis. Donc, vous allez envoyer vos exploits. Une fois que vous avez fait le scan de vulnérabilité, tout simplement. Donc là, vous allez faire votre scan de vulnérabilité. Ensuite, vous lancez vos exploits pour essayer de avoir accès à la machine. Une fois que vous avez eu accès à cette machine, vous allez faire ce qu'on appelle une escalade de privilèges. Donc là, vous allez essayer de profiter soit des mauvaises politiques de sécurité, soit des erreurs qu'il y a dans les mails, soit vous allez faire du brute force, ou bien ou bien vous allez utiliser des vulnérabilités applicatives, tout simplement pour augmenter vos privilèges.
Une fois que vous avez augmenté vos privilèges, vous allez compromettre le système, ça veut dire que vous allez effectivement exécuter soit un code arbitraire, soit autre chose. Ensuite, vous allez explorer dans quelle mesure la sécurité du système a échoué. Ça veut dire pour comment vous avez pu avoir cet accès privilégié au système. Ensuite, vous allez exécuter des exploits qui sont déjà disponibles ou bien les exploits tout simplement que vous allez pouvoir exploiter pour identifier au niveau par rapport au système de la cible. Alors, la post-attaque, ça veut dire quoi? Une fois que vous avez finalisé l'ensemble des activités vues précédemment, donc vous avez accès au système. Donc, on arrive dans une phase critique. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est votre responsabilité de restaurer le système dans un état initial. Donc, en d'autres termes, vous devez enlever tous les fichiers que vous avez uploadés, vous devez nettoyer toutes les entrées des registres, vous devez supprimer toutes les vulnérabilités que vous avez créées, vous devez supprimer tous les outils et les exploits à partir du système, restaurer le réseau dans un état où il était avant votre test, et bien sûr, analyser l'ensemble des résultats et les présenter à l'organisation. Une fois que vous avez fait tout ça, c'est là que vous allez présenter vos modèles de livrables. Alors, les modèles de livrables, c'est quoi? Donc, vous allez avoir un rapport de pentest qui doit porter sur les incidents qui sont arrivés lors du processus de test, ainsi que sur toutes les activités qui sont menées par l'équipe de test. Alors, l'équipe de test doit aussi recommander des actions correctives en vous basant tout simplement sur les règles d'engagement. Donc là, on va voir maintenant ce qui doit figurer dans votre rapport d'audit. Donc, beaucoup plus, c'est là comment faire un rapport d'audit. Donnez-moi 2 secondes. Alors, rappelez-vous ce qu'on avait dit par rapport à l'évaluation des risques. On avait dit que dans l'évaluation des risques, le niveau de risque est tributaire de 3 facteurs: l'impact, la potentialité et la criticité. Dans les faits, généralement, ce qu'on fait, l'impact et la criticité sont deux paramètres qu'on essaie de rapprocher l'un de l'autre. Donc, c'est des paramètres qui vont se confondre. L'impact d'une vulnérabilité, généralement, va être mesuré en utilisant la méthode CIA, donc confidentialité, intégrité et disponibilité. Alors, C pour confidentiality, I pour integrity, A pour availability, donc disponibilité. Par exemple, si on parle d'un déni de service, on va s'attaquer à la disponibilité, au D. Si on parle du file XSS, ça va être la confidentialité et l'intégrité. Si on parle d'un buffer overflow, ça va être les 3. Donc, confidentialité, intégrité et disponibilité. Maintenant, quand on parle de potentialité, c'est la probabilité tout simplement d'une exploitation de la vulnérabilité. Et généralement, elle est dépendante de plusieurs paramètres, notamment quelle est la source de la menace, quel est le niveau d'accessibilité à cette vulnérabilité, quelle est sa facilité d'exploitation, etc. Pour cela, pour chaque vulnérabilité, on va évaluer sa criticité. Donc, généralement, on peut le faire sur 4 niveaux. Moyen, mineur, important ou bien critique. Un problème critique, c'est un problème qui permet de prendre le contrôle du système de manière assez rapide. Quand c'est important, le problème peut être la cause d'une intrusion, mais il est difficilement plutôt exploitable. Quand c'est un problème de niveau moyen, ça veut tout simplement dire que c'est un problème qui va être indirectement la source d'une intrusion. Donc, ce n'est pas la vulnérabilité elle-même qui va être exploitée,
mais ça va être une vulnérabilité qui va conduire vers autre chose qui sera exploitée pour permettre cette intrusion. Un problème mineur est un problème sans conséquence directe pour la sécurité, mais qui peut fournir des informations techniques. Par exemple, si on parle de fuite d'informations. Alors, si on essaie de voir cette histoire d'impact, de potentialité et de criticité d'une vulnérabilité, donc on peut dire généralement que si on essaie de résumer les choses par rapport au niveau de sécurité, donc on va évaluer le niveau de sécurité de manière proportionnellement inverse. Donc on aura les 4 niveaux, pour le moment aucun, faible, moyen, ou bien bon. Donc la criticité des vulnérabilités, on va avoir l'accessibilité de ces vulnérabilités et le niveau de menace sur l'environnement du système. Donc, un rapport, comment il va être organisé? Donc, il va être organisé en 6 parties. Vous allez avoir la première partie qui sera appelée l'objectif de votre audit, le guide opérationnel, votre synthèse générale, votre analyse globale, l'analyse des vulnérabilités, et pour clôturer, vous allez clôturer avec des recommandations. Donc maintenant, nous allons essayer de voir chaque partie de manière indépendante. Alors, pour l'objectif de l'audit, c'est là que vous allez mettre le contexte de l'audit. Dans quel contexte se fait l'audit? Dans quel but? Quel type de pentest vous faites? Est-ce qu'il est interne ou externe? Et là, vous allez expliquer le niveau de sécurité attendu ou bien la politique de sécurité à vérifier dans le cas où on vous demande de faire un pentest par rapport à un certain niveau de sécurité ou bien par rapport à une politique de sécurité bien définie. Alors, la deuxième partie, c'est votre guide opérationnel. Donc là, c'est un guide qui va assister le lecteur à lire le rapport. Donc, vous allez expliquer de quoi est composé votre rapport. Donc, vous allez expliquer le plan de votre rapport, à quel type de lecteur s'adresse chaque partie, parce que vous allez voir par la suite qu'il y a des parties qui s'adressent aux techniciens, il y a des parties qui s'adressent par contre à des administrateurs, donc à des gens qui n'ont rien à voir avec l'informatique. Donc, généralement, c'est le top management qui a commandé cet audit. Donc, il faudra utiliser un langage propre à chaque type de lectorat. Vous n'allez pas utiliser les mêmes langages purement techniques avec, par exemple, le RSSI et en même temps avec le top management qui n'a rien à voir de technique. Et c'est là que vous allez avoir un glossaire dans lequel vous allez détailler vos abréviations, le vocabulaire utilisé. C'est là que vous allez expliquer vos niveaux de criticité par rapport aux risques ou bien aux vulnérabilités, parce que vous pouvez utiliser une échelle à 3 niveaux, à 4, à 5 niveaux, etc. Et là, vous allez essayer aussi de faire un petit rappel de votre périmètre d'audit, mais vraiment au sens très large. Donc, vous n'allez pas rentrer dans le détail, mais donner un aperçu global de la chose. Ensuite, on arrive à la synthèse générale. Alors là, c'est une synthèse non technique. C'est la partie qui s'adresse aux décideurs. Donc, ce n'est pas quelque chose qui s'adresse à des techniciens ou bien à des informaticiens. Donc là, vous allez essayer de synthétiser les choses. Donc, en synthétisant les choses, qu'est-ce que vous allez définir? Vous allez essayer d'expliquer quels sont les points forts du système, quels sont les points à améliorer. Et là, j'insiste, on utilise souvent le terme point à améliorer et non pas point faible. Donc, on évite d'avoir un langage critique, mais beaucoup plus un langage constructif. Et c'est là que vous allez faire une analyse générale du niveau de sécurité et une conclusion générale. Généralement, cette partie, elle est sur 1,5 page, maximum 2 pages, pas plus. Parce que vous vous adressez au top management, c'est que c'est des gens qui n'ont pas le temps de lire ce type de document. C'est des gens qui ont beaucoup plus tendance à ne pas être techniciens. Donc, il faut utiliser un langage assez simple, assez souple, et surtout un langage démonstratif. Et c'est à ce niveau-là que les figures sont les bienvenues. Donc, c'est pour cela qu'on va utiliser ce type de figure pour essayer de définir, par exemple, notre niveau de sécurité. Donc là, on peut utiliser bon, là, le schéma, c'est de 0 à 3, comme on peut utiliser de 0 à 5. Donc, le niveau le plus bas, c'est à l'intérieur, c'est 0. Alors, à ce niveau-là, par exemple, ça va être le 0, le 1, le 2, etc. Et là, vous avez ce schéma. Donc, là, plus la surface couverte est importante, plus le niveau de sécurité est élevé.
Là, on a utilisé, par exemple, système, web, réseau, ça peut être fiabilité, application, etc. Donc, à vous de définir votre forme en fonction des paramètres sur lesquels vous êtes en train d'évaluer. Ensuite, on arrive à la partie la plus intéressante qui est l'analyse globale. C'est là qu'il va y avoir les informations réseau général, donc la liste des réseaux que vous avez découverts, les plans d'adressage, le niveau de sécurité par page, les schémas réseau. C'est là que vous allez parler de votre énumération des systèmes détectés, qu'est-ce que vous avez détecté. Et évidemment, pour chaque chose que vous dites, il faut qu'il y ait une capture d'écran en mentionnant la date et l'heure à laquelle vous avez fait ce travail. Donc, vous allez énumérer vos services. Par contre, là, il faut bien organiser les choses. Généralement, on sépare les clients des serveurs, des équipements réseau. Donc, ça va être 3 rubriques différentes. Vous listez l'ensemble de vos clients, l'ensemble de vos serveurs, ensuite l'ensemble de vos équipements réseau. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle l'analyse de vulnérabilité. Donc, on va présenter toutes les vulnérabilités qu'on a trouvées. Par exemple, tout ce qui est fuite d'informations, vulnérabilité liste que vous allez lister de manière exhaustive, donc chaque vulnérabilité à part, vous allez la détailler techniquement, donner la référence CVE si elle existe, vous allez détailler la méthode d'exploitation pour chaque vulnérabilité et donner les recommandations pour chaque vulnérabilité. Est-ce que c'est une mise à jour que vous recommandez? Est-ce que c'est un patch, un changement de configuration, des règles réseau, changement d'équipement? Donc tout dépend de la recommandation qui vous semble la plus adaptée. Et pour finir, à la fin de votre rapport, il va y avoir la partie recommandations. Donc, ça va être des recommandations génériques et générales. Il faut savoir aussi, il y a une chose importante, c'est que c'est 20% des vulnérabilités qui vont induire plus de 80% des risques. Ce n'est pas parce que vous avez, par exemple, 40 vulnérabilités que vous allez faire 40 recommandations. Dans la conclusion, vous allez faire des recommandations par rapport aux 20% des vulnérabilités les plus importantes. Donc, c'est les recommandations les plus urgentes pour vous et les plus critiques. Pourquoi on ne va pas tout faire? Parce que le reste, on l'a dans l'analyse des vulnérabilités. Donc, chaque vulnérabilité a déjà des recommandations qui lui sont propres. Donc là, au niveau de la partie recommandations, c'est vraiment quelque chose qui frappe et qu'on considère comme quelque chose de très important. Il doit être appliqué le plus vite possible. Alors, le rapport doit être très technique. C'est pour ça qu'on fournit un chapitre pour les décideurs. C'est le chapitre dont on a discuté tout à l'heure. On peut le faire soit sous forme d'un tableau de bord, soit on peut comparer le niveau de sécurité attendu avec la politique si c'est un audit de conformité. Donc, vous allez faire un tableau. Voilà ce qui est attendu, voilà ce que vous avez. Le rapport doit être écrit de manière claire. Il doit être accessible. Je parle du langage, hein, pas le rapport en lui-même. Il doit être démonstratif. Ça veut dire quand vous allez expliquer comment vous avez exploité chaque vulnérabilité, c'est avec des captures d'écran, en donnant les commandes utilisées, les adresses IP utilisées, etc. Et il doit être didactique. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Parce que le client doit être capable de reproduire exactement ce que vous avez fait. Les recommandations, vous devez donner des indications de coût si possible. Je dis bien des indications de coût. Ne jamais vous engager à donner un prix exact parce que vous serez responsable de ce prix. Et ce n'est pas votre travail. Et je dis bien si possible. Et généralement, on évite de le faire. Vous, par contre, ce que vous êtes obligé de faire, c'est de prioriser les recommandations. C'est pourquoi les prioriser? Pour tout simplement leur donner une idée qui est le plus important, le plus urgent, qui est le moins urgent. Il faut savoir que pour eux, la sécurité, comme on dit, n'est qu'une question de compromis budgétaire. Donc, si vous leur dites, va demain les 3, c'est les plus importantes, peut-être qu'ils vont corriger les 3 plus importantes et ils vont négliger le reste. C'est pour ça que cette priorisation est très importante. Maintenant, vous pouvez proposer ce qu'on appelle des prestations complémentaires. Alors, soit une mitigation, ça veut dire que eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont corriger ces vulnérabilités, donc ils vont appliquer les recommandations les plus importantes. Vous pouvez leur proposer un second audit après mitigation.
Ça veut dire une fois qu'ils ont corrigé, vous allez faire un deuxième audit pour voir si les corrections ont été faites correctement ou non. Ou bien, vous pouvez proposer un contre-audit auprès après un autre prestataire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un prestataire qui a audité. Vous venez, vous dites, voilà, nous, on vous propose de faire un contre-audit. Un contre-audit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce prestataire est venu, il a fait son travail. Il se peut qu'il ne l'a pas fait correctement. Il se peut qu'il a oublié des vulnérabilités. Donc, on propose un contre-audit pour voir si réellement son travail est efficace ou non, ou si réellement il a oublié des choses ou il n'a rien oublié. Bon, puisque vous avez un cours juste après, on va arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Ok.